Bienvenue sur votre podcast dédié à l'art et à ses métiers, La Pause d'Art. Anecdotes, passion, parcours inspirant d'artistes d'ici pour le monde et ceux du monde pour ici. À suivre donc La Pause d'Art. L'école n'avait pas la politique de dire que au courant des années, on va regarder les expos intéressants qui peuvent être dans le Cameroun et faire en sorte que dans le cadre d'une unité d'enseignement, on fait un voyage, les étudiants font un voyage pour cette expo-là et de cette expo sortira donc un exposé où chacun donnera son avis en fonction de ce qu'il va voir. Parfois, les nouvelles des expositions qui se passent dans la ville de Douala viennent un jour après que c'est passé. Donc, les informations arrivaient tardivement. Même parfois, certains appels à candidature, certains concours arrivaient tardivement. Il y a beaucoup de matières qu'il y avait dans cette école que pour moi, je ne voyais pas l'importance. Une autre chose, je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas beaucoup d'accent sur des unités d'ateliers. Tu trouvais qu'il y avait beaucoup trop de théorie ou pas? Les professionnels qui venaient sous pression. Comment on peut te donner un cours d'atelier? On vient te dire que, par exemple, prenons le travail, je prends un travail un peu complexe. Prenons par exemple le design graphique. On appelle un designer graphique de venir vous donner un cours ou bien la BD où on vient te dire qu'après vous allez animer. En une semaine, vous allez apprendre quoi? On va te dire que non, tu dois aller compléter les autres formations à la maison. Mais si déjà l'enseignant n'a pas suffisamment de temps de vous décortiquer la chose pour que tu mieux... Parce qu'il y a des gens qui prennent... Et du coup, de vous donner l'envie. L'envie, tu vois. Il y a des gens qui ne comprennent pas rapidement et il leur faut du temps pour assimiler les choses. Et il y a ceux qui comprennent rapidement. Mais en ce moment, tu fais comment? Quand le professionnel est parti, vous allez encore vous revoir l'année prochaine. 2. Je suis désolé et c'est l'une des choses qu'on va toujours me dire que côté Angular, moi la qualité des professionnels, franchement... Tu interrogeais ça aussi? J'interrogeais ça. Parce qu'on ne peut pas être dans un monde plastique et que les acteurs même qui sont dans le domaine de l'art ne passent pas dans ces écoles pour distiller leurs connaissances. Mais les professionnels que vous avez à l'époque, ce n'étaient pas des artistes déjà installés, des gens qui... Très peu. Très peu. Je dis bien très peu. Certains professionnels qui venaient, ce sont des gens qui, ex nihilo, je ne sais pas, je ne les connaissais pas. La chance que moi j'ai eue, c'est que, étant à Douala, j'étais confronté aux artistes. Donc, je connaissais en quelque sorte les artistes qui étaient vraiment dans la scène. Mais parfois, tu as un professionnel, tu te demandes d'où est-ce qu'il sort. Tu épluches même, tu vas même sur Google pour voir même. Il n'existe nulle part. Il n'existe nulle part. Moi, je ne comprends pas. Nous tous aujourd'hui, nous essayons d'enseigner. Mais quels sont ces enseignants qui sont tellement capables de donner toutes les matières? Lui, il va te donner informatique. Lui, il va te donner peinture. Lui, il va venir te donner sculpture. Lui, il va venir te donner dessin. Quel est cet enseignant qui est tellement si fort, tellement polyvalent, ça inquiète quand même, qui donne tous ces cours-là? Moi, c'est toujours une question que moi, je me suis posée. Mais quand même, il est bon de signifier ici que c'est quelque chose qui date d'une certaine époque parce qu'aujourd'hui, ça a quand même évolué, quand même. Il y a pas mal de choses. Moi, j'y étais pas, j'ai pas fait les beaux-arts, donc je peux pas aussi me permettre d'être critique par rapport à ça. Mais je crois savoir qu'il y a quand même déjà des personnes en fait des professionnels qui arrivent et qui sont des artistes installés, donc toi-même qui donne cours des ateliers. Après combien d'années? Mais les choses se font tout doucement, Allons-y. On ne va pas se plaindre parce oui, qu'au moins c'est là déjà. Oui, ça arrive. Le docteur Sima quand même avec son équipe. Ça arrive, voilà. Tu vois. Ça arrive. Parce que ça arrive à un certain moment parce que les étudiants eux-mêmes ont ouvert les yeux et ils sont conscients, ils savent, ils connaissent déjà ce qu'il leur faut. Et qui sont capables de leur aider. Si ce n'est des artistes confirmés. On est dans un monde où nous sommes dans un pays où la diplomatie
donc la diplomite. C'est Cette quelque maladie chose, c'est bizarre. une maladie vraiment à outrance qui nous détruit. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Tout le monde a la fierté de dire mais ne docteur, mais ne professeur. Je respecte ça parce qu'arriver à ce niveau-là, c'est du travail. Mais je pense que quand on parle du domaine professionnel, dans ce Cameroun-ci, on a peu de docteurs en art Ouais, des gens qui ont vraiment... qui sont la pratiques. pratique, ouais. qui sont dans la scène. Tu vois, dans d'autres écoles, tu ne peux pas avoir des professionnels qui ont roulé leur boss. Les Yangen, les Yumbi, les Salifou Lindou, les Emile Yumbi, ils sont les Jules Wokam, tu as les Jules Wokam, tu as les Coco Kemenye, tu as les Justine Gaga qui sont là. Ils sont tellement nombreux là et que vous dites que parce qu'ils n'ont pas de diplôme, ils ne sont pas amènes de venir enseigner. C'est des conneries. Moi, c'est une philosophie que je ne comprends pas. Parce que je puisse te dire que l'avantage que nous avions aujourd'hui, parce qu'on se déplace, les petits voyages que nous faisons, les petits que nous faisons et allons voir ce qui se passe dans d'autres écoles, gars, beaucoup de nos professionnels ici, si on dit même qu'il faille qu'on leur donne des diplômes, ils sont au niveau des professeurs. Parce que si il y avait un système d'équivalence dans ce pays, Il y a un nombre qui il y a seraient plein docteurs. qui seront des docteurs. Parce que le nombre d'expos majeurs qu'ils ont déjà eu à faire dans les lieux qui comptent, les textes qu'ils ont déjà écrits, donc des projets qu'ils écrivent peuvent faire office de mémoire. Je prends le cas d'un artiste béninois, Dominique Zimpe. Zimpé. Zimpe, il a soutenu son master dernièrement, ça fait déjà plusieurs années, mais c'était en équivalence l'accumulation professionnelle. C'est sur l'accumulation professionnelle qu'on lui a fait soutenir son master. Est-ce que Zimpe allait s'asseoir à une école, commencer à dire que non? Non. Mais les gens doivent comprendre que dans le domaine de l'art, l'art ne peut pas être le domaine de l'art ne peut pas être visualisé comme les enseignements de la faculté. Non, non, c'est pas possible. C'est autre chose. Et ailleurs, ça fonctionne C'est comme pas ça. là. possible. Ça Et fonctionne parce comme que ces artistes qui sont dans la scène peuvent parler d'art plus que même certains docteurs qui sont dans des écoles d'art. Je suis désolé, mais c'est la réalité. Vu que c'est notre métier, C'est la réalité. c'est notre métier. Leur métier à eux, c'est d'étudier peut-être ce que nous faisons, mais notre métier est celui de produire. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il est important d'intégrer, et c'est ce que l'école de Konsamba a fait à une certaine année, avant que ça ne devienne ce que c'est en train de devenir là aujourd'hui, que tous les vrais professionnels sont en train de partir. Parce qu'à un moment, Konsamba était devenu la référence en termes de professionnels. Tu avais tous ces têtes. Hervé Yumbi, Jean-Jacques Kanté, comment on appelle, Émile Yumbi, qui passaient là. Même certains de mes enseignants de l'IFA, Djibanchou Collins, est passé là-bas pour donner les cours. Mais ce sont des gens qui sont nantis de connaissances. Arrêtez un peu, qu'on arrête un peu cette histoire de diplôme. Mais voyons ce que ces gens-là peuvent donner Apporter à ces jeunes étudiants. Parce que l'une des choses qu'il faut vraiment marquer, c'est que l'art contemporain est en train de prendre un envol incroyable, surtout quand on parle d'art contemporain africain. Mais si les futurs artistes ne sont pas suffisamment formés ou bien formés pour faire face à la vague qui arrive ailleurs, comme je sais pas, je citerai la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, c'est énorme. Le Ghana, le Nigeria. C'est le Nigeria. Mais s'ils ne sont pas bien formés, on va disparaître. On va disparaître. Il y aura une, deux personnes qui vont représenter ce qui peut être la Cameroonian Touch, mais après Je rien. puisse te dire une chose. Beaucoup ne pourront pas accepter ça. Ils diront que bon, il est un peu trop pédant. Mais la plupart des artistes sortis des écoles de beaux-arts qui brillent aujourd'hui, c'est par la force de leur volonté et de leur travail. Mais Jean-David,
là, tu es en train de m'emmener sur un terrain, je ne vais pas dire qui est glissant, mais qui est tellement intéressant qu'on devrait faire juste un podcast dessus. Mais aujourd'hui, nous sommes sur, voilà, parler de ton parcours. Ouais. Mais c'est clair que les choses que tu as dites sont des choses qui t'ont choqué. C'est ça, ce sont des choses qui font partie de mon parcours. Exactement, qui t'ont choqué. Ce sont les choses, parce que si je parle de, par exemple, quand tu me poses la question, quelles sont les difficultés? Voilà, mais au cours de mon parcours, voilà les choses qui t'ont... Voilà, le fait de ne pas recevoir toujours le bon enseignement par les bonnes personnes ou par la bonne personne. Bah, c'est ça, mais quand même, il y a quelque chose que tu as dit, je rebondis dessus. Tu dis, tous ceux qui sont sortis des Beaux-Arts et qui aujourd'hui ont une carrière intéressante l'ont grâce au travail. Mais donc, ça veut dire que c'est comme ça que toi, à ton niveau, tu as résolu ces problèmes-là. Tu t'es mis au travail. La pause d'art. Tu es sorti des Beaux-Arts de Fumban, nanti d'une licence en peinture. Quelle a été ta recherche? Parce que pour sortir de là, il faut bien un programme de recherche, un thème de recherche et tout. Qu'est-ce que tu as exploré avant ta sortie, Jean-David? Je pense qu'aux sorties, déjà je vais éclaircir quelque chose de ma sortie de l'école des Beaux-Arts. J'ai décidé de ma personne d'arrêter. Parce que j'avais commencé même le Master 1. Mais quand j'ai vu la programmation des cours, j'ai senti que ça ne m'intéressait pas. Je suis parti. Quand je suis parti, j'avais déjà commencé à mener un travail avec Madame Belinga. Quand j'ai décidé de partir, jusqu'aujourd'hui, d'une certaine manière, ma mère Belinga m'en veut du fait que je sois parti. Je faisais quand même partie de ces étudiants sur lesquels on comptait quand même pour la suite. Mais je suis parti. Même le père Kenfa, quand on s'est vu une fois à Paris, il me reprochait toujours ça, que je ne sais pas pourquoi tu as arrêté. Mais c'était qu'il fallait que j'arrête. Tu vois. Peut-être si je forçais, je ne suis pas sûr que je serais devenu ce que je suis aujourd'hui. J'ai senti le besoin d'aller voir ailleurs. Et quand j'ai décidé d'aller voir ailleurs, Madame Béni m'a dit, ok, comme tu as décidé de partir, je ne peux pas faire autrement. Alors, je vais te confier chez Hervé. C'est la personne qui peut t'aider à avancer. Mais avant d'arriver à là, s'il te plaît, Jean-David, je voudrais que tu nous parles quand même de ton projet de recherche quand tu étais à... J'avais 0 projet de recherche. Mais tu soutiens... J'avais juste des préoccupations, j'avais des choses. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'attirait vers un travail sur la violence. Mais je ne savais pas que c'est le mot, je ne le savais pas. Mais vu les orientations que Mme Belinga m'envoie, je sentais qu'il y avait quelque chose à faire sur ce sens-là. Mais le mot, je ne l'avais pas. Donc du coup, Mme Belinga, quand tu décides d'arrêter, elle t'oriente chez Hervé. Ok. Voilà. Et je pense, quand moi j'arrête les Beaux-Arts en 2013, et 2012-2013, je suis en stage chez Salif Oulindo. Et la même année, en 2013, je suis chez lui. Et Madame Belinga avait monté un projet qu'on avait avec Hervé sur les centenaires des martyrs de 1914. Et Salif faisait partie des artistes que Madame Belinga avait choisi de participer. Et l'année-là, elle venait donc chez Salif pour lui faire part du projet. Salif lui dit, moi, je veux bien participer, mais je n'ai pas suffisamment de temps. J'ai trop de choses à faire. Voilà comment Salif va dire à Jude que mais David est là, je pense que ça peut être une bonne expérience pour lui, tu vois. Eh ben, moi, je suis encore sur les bancs. Je fais quoi dans le projet où tu as les Justin Gaga, les Boris Zebo, les Hervé Yumbi, les Yamgen. Un rien que ton comme moi, je fais quoi là-dedans? Donc ça, c'est ton premier pas dans le monde professionnel. Ça, c'est mon premier pas dans le monde de la scène. Mais, comme on dit souvent, le Himmler, le cœur. Tu ne laisses rien. Je ne laisse rien. J'ai dit seulement qu'on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, je commence donc à travailler comme ça.
Ah bon, je n'étais plus après, quand je suis venu m'installer en 2014. Gars, je glandais comme ça là. J'avais mon atelier, je faisais mes petites choses. Et après, du coup, je commence à travailler avec Hervé. Je vais chez Hervé. On discute, je dis le père, bon, moi j'ai arrêté l'école. Lui aussi n'était pas trop d'accord avec la chose. Il a dit, mais papa, c'est bon pour moi comme ça là. Il a dit, ok. Et commençons à travailler avec lui. Et voilà où la vraie sorcellerie du travail commence. Question sur question, bombardement. Donc, il n'y avait plus moyen de peindre. Donc, je pouvais passer des mois sans toucher à la... C'est lui qui m'a dit non, continue à faire tes trucs, mais le travail que nous faisons ne t'empêche pas de continuer à t'exercer. Ça va juste au fur et à mesure, tu vas juste recadrer mieux ce que tu es en train de faire. Donc, j'ai commencé à travailler. Des questions. Tu veux traiter de quoi? Quelles sont tes préoccupations? Là, c'était la première fois que je sentais que mon cerveau est en train de travailler. Car je n'avais jamais travaillé mon cerveau comme je l'ai travaillé pendant les 3 ans que j'ai passé dans l'atelier de Hervé. Parce que ce type, je travaillais un moment, quand il te posait tellement de questions, quand je rentrais à la maison, gars, j'étais déringlé, j'étais fatigué. Je pouvais même... Donc, tu n'as pas fait d'effort physique, mais soulever même la main comme ça était devenu difficile. Parce que là, à l'intérieur, tu sentais qu'on te pose des questions dont tu n'as même pas les réponses et tu ne sais même pas par où commencer à trouver ces réponses-là. Donc voilà comment je travaille. Et entre-temps... Et tout ça, ça t'a apporté quoi, ce rapport-là, ce moment que tu as passé avec Hervé? Car je pense que nos écoles ont besoin des gens comme ça. Parce que le monde de l'art contemporain, dont certains pensent que c'est un art qui trompe les gens, et ils se disent que c'est tellement très facile. Mais je pense qu'ils ont encore beaucoup de choses à apprendre dans ce qu'on appelle art contemporain. Tu sais, il y a une écrivaine, une autrice qui est, comment on l'appelle, Elisabeth Couturier, qui définit l'art contemporain comme le moyen la manière de se jouer de l'art moderne et de l'art classique. Pour tout art qui existe aujourd'hui, a besoin d'un ancrage, d'un ancrage quelque part. Et quand même tu entres dans l'apprentissage de l'histoire de l'art, chaque courant artistique qui suivait un autre s'inspirait de l'autre, mais en critiquant l'autre pour proposer autre chose. L'art contemporain, les gens pensent que l'art contemporain, c'est sur l'aspect technique. Non, la technique, elle existe. On ne va pas la changer. La technique, elle est déjà là, tu vois. Mais c'est comment on s'inspire de la technique du passé. Est-ce que tu vas venir apprendre encore la technique à huile? Elle existe depuis, donc on va juste l'utiliser. Tu vas venir apporter quoi depuis dans l'acrylique? Peut-être c'est sur le plan de la chimie que ça va évoluer, comme l'huile, la peinture à huile aujourd'hui, elle devient de moins en moins toxique. Moi, je suis dans l'univers de la figuration ou peut-être du réalisme. Je m'inspire, par exemple, de la Renaissance, je m'inspire du baroque, du rococo, du maniérisme, de ces courants artistiques dont j'intègre leur manière de faire dans la période dans laquelle je me trouve, avec les sujets et les préoccupations de mon moment. Chaque courant, chaque période a été contemporain à son temps. Quoi qu'il y ait un certain nombre d'artistes et certaines œuvres qui restent contemporains, même malgré qu'ils sont de l'époque ancienne, mais restent contemporains aujourd'hui parce que les sujets qu'ils ont abordés sont les sujets qui sont toujours d'actualité. La contemporanéité, c'est le sujet. Ce n'est pas la technique. Parce qu'il y a des gens qui font du réalisme. Aujourd'hui, je vois des gens qui sont en train de macheter tous ceux qui font dans du réalisme, disant que c'est du déjà vu. Mais si tu ne comprends pas le propos que l'artiste défend, c'est ça qui fait problème. Alors c'est pour ça que je dis que c'était ça le travail que j'ai fait avec Hervé. C'est soutenir ma technique d'un propos et d'un propos qui soit de mon temps, d'un propos qui soit universel, d'un propos qui parle à tout le monde, d'un propos qui
qui répondent aux réalités de la société dans laquelle je vis. La pause d'art. Prenons le cas d'un artiste que j'aime énormément son travail, Jenny Saville. Jenny Saville, quand tu vois le travail de Jenny Saville, c'est carrément la manière classique. Elle ne peint pas différemment de quelqu'un comme Lucian Freud, Bacon, Rembrandt. Ça, ce sont ses mentors du passé. Mais quel est le sujet qu'elle défend? Elle parle d'abord du corps comme la viande. Ce sont les sujets que les gens comme les Velázquez ou bien les Bacon ont traités. Maintenant, elle va s'intéresser à tout ce qui est chaotique où le corps devient une viande. Elle va s'intéresser aux accidentés, elle va s'intéresser aux brûlures. Après, elle s'est intéressée au corps comme outil de transformation. Elle va entrer dans l'univers de la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique existait à cette époque-là. Donc, elle est dans son temps. C'est pour ça que ces travaux, il va y avoir des marques. Quand tu vas dans un bloc opératoire, lors d'une opération, on va venir marquer, on va dire ici, on va enlever la chair. Et elle utilisait ses codes sur ses corps. Voilà ce qui va faire de son travail un travail contemporain. Et du coup, toi, tu fais ces 3 ans chez Hervé Youmbi là. Tu sors de là. Est-ce que tu commences à ce moment-là à mettre des mots sur la pratique qui est la tienne? Parle-nous de ça, s'il te plaît. Je pense que tout au long de mon travail où j'ai commencé à comprendre que c'est la violence qui m'intéressait dans moi, dans ce que je voudrais faire. C'est là où tout a commencé parce que chez Hervé, il faut que tu trouves le mot. Pas les mots, mais le mot qui va faire la base de tout ton travail. Et de ce mot-là va découler un paragraphe de 2 ou 3 phrases qui sous-tend tout ton propos. Et c'était ça le travail que j'ai fait avec lui. Il va te dire, ok, on a trouvé le mot. Le mot là t'évoque quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu le définisses dans tous les sens du terme. Et pour toi, ce mot, il évoquait quoi, Jean-David? Ce mot évoquait ma personne. Tu vois, la violence pour moi n'était pas quelque chose dont je traitais en deçà de ma personne. Traiter la violence pour moi était une thérapie personnelle parce que la violence, c'était d'abord moi. Parce que j'ai connu ce que c'est qu'une violence physique, j'ai su ce que veut dire une violence psychologique. Ça, ce sont des choses que je connais. Donc, ça veut dire que quand je parle de ce sujet, je ne le parle pas parce que j'ai entendu X ou Y en train de le traiter. C'est du vécu. Et c'est pour ça que même avant de rencontrer Hervé, Madame Belinga nous disait toujours que les sujets que vous allez traiter doivent être des sujets qui sortent de vos tripes. Si ce n'est pas un sujet qui te concerne directement, ou bien ça peut te concerner directement ou indirectement, parce qu'un membre de la famille peut avoir vécu un traumatisme qui t'a touché. Et ça devient comme si c'était toi qui étais touché. Et c'est ce que le docteur Kenfar appelait le thème permanent. Le thème permanent, c'est ta réalité, c'est ton vécu. Ce sont tes tripes, c'est ce qui sort de ton nombril là pour remonter à la surface. Et quand tu en parles avec beaucoup de conviction. Tu n'as pas besoin d'aller lire des tonnes de livres parce que c'est ton vécu que tu parles de ton vécu. Donc, c'était ça le challenge. Il fallait arriver à sortir mon ressenti. Qu'est-ce que moi je vis? Comment je ressens la chose? Et ce qui fait que quand tu arrives à avoir un thème qui te concerne directement, tu ne t'en lasses pas de le traiter. Tu n'as pas besoin de suivre les thèmes des autres. Tu as le tien maintenant, tu changes seulement de couloir. Tu ouvres telle porte. Quand tu l'as compris, il y a une déclinaison. Et c'était ça le travail d'Hervé. Quand il te parle maintenant de la violence, quelles sont les formes de violence? Tu commences à les énumérer. Quelle est la forme de violence qui t'intéresse? Tu sors ça dans la liste de violences. Donc déjà, tu vois que tu as au moins 10 000 formes de violence. Mais dans les 10 000, tu as seulement pris une seule forme. Maintenant, il te dit, développe, définis comment elle se manifeste, comment elle se présente, comment tu penses que... Maintenant, il commence à te dire, de ces mots
quelles sont les images qui peuvent être accolées, associées à ces mots? Quels sont les artistes qui ont traité du sujet de près ou de loin? Comment eux, ils ont abordé la chose et comment toi, tu comptes aborder la chose? Afin de te décaler aussi de Voilà. Donc, mais quand tu as pris seulement une seule forme, tu imagines que tu peux revenir prendre une autre forme. De 10 000 que tu as cité, tu as du boulot. Non, ça veut dire que tu peux traiter ce sujet toute ta vie et tu ne le finiras jamais. Et comment à ce moment-là, tu représentes ça dans tes toiles? Comment tu... Dans mes toiles, je reviens donc au projet de Madame Belinga, Samedi Martyr. Je réalise une œuvre que j'avais intitulée le Mémorial des Martyrs. Je vais faire des sculptures que je vais mettre dans sur des pieux. Donc, des têtes comme on avait coupé des têtes. Non, je vais aligner ces têtes. Et à l'extérieur, je vais donc faire des portraits de ces nationalistes qu'on avait assassinés. Ngosso Dil, Martin Paul Samba et Douala Mangabel. Mais comme les choses sont... Tu sais, quand les étoiles commencent à s'aligner, tu ne peux pas forcément donner la raison, le pourquoi et le comment les choses, comment ils s'alignent. Alors, je suis chez moi, je suis toujours en train de travailler avec Hervé. Entre-temps, moi, je suis déjà en train de faire les recherches sur la Shoah, donc, toute la violence du monde, la Shoah, le génocide de Rwanda, et je commence à piquer les codes de cette époque-là que j'introduisais déjà dans mon travail. Il y avait énormément de squelettes, des os humains, les têtes et tout ça. Donc, ce sont des choses. À un moment même, j'ai fait des portraits où je parlais de la violence physique, la torture. J'utilisais énormément des électrochocs que je collais sur les visages des personnages. Voilà comment j'ai commencé à représenter ma violence. Donc, c'était une violence vraiment visible, donc tu voyais. Ce n'était pas une violence subtile, ce n'était pas une violence esthétique. Donc, c'était vraiment brut. Et du coup, j'étais dans l'univers du portrait. Mauvaise chose, c'est que je suis tenu par quelqu'un qui fait du portrait. Ce qui fait que tous les gens vont assimiler mon travail de portrait à son travail. Comment je fais pour me décaler de là? Étant donné que le portrait, c'est un sujet que tout le monde peut travailler. Ce n'est pas la chose de quelqu'un. Alors, dans les lectures, Michel Majema vient au Cameroun voir mon travail, qui était une artiste congolaise contemporaine, et se rend compte que je peins énormément de portraits. Et elle me dit, mais quelle est la forme de portrait que tu peins? Qu'est-ce que tu connais du portrait? Je ne connaissais pas grand-chose. Alors, on préparait le Sud de 2017. Elle va rentrer sur Paris et elle va m'acheter un livre, L'art du portrait. Et elle va me remettre, me dire, essaie de comprendre les formes de... Et c'est là-dedans que je me rends compte qu'en fait, je travaillais sur un type de portrait, le crypto-portrait. C'est quoi le crypto-portrait? Le crypto-portrait, en fait, c'est la représentation de soi, mais en utilisant le visage de quelqu'un d'autre. Je me suis reconnu sur cette forme-là parce que les sujets, la violence que je traitais, c'est mon histoire que je racontais, mais je ne voulais pas me mettre en scène. Oui. Voilà. Mais je ne savais pas comment le faire. Mais je faisais des portraits, mais je ne savais pas que ce que je suis en train de faire, c'est du crypto-portrait. Donc voilà déjà la première chose qui commence à me détacher du portrait que Hervé fait. Hervé est dans un portrait identitaire. Il traite de l'identité. Moi, je suis dans un portrait, c'est du crypto-portrait que moi je fais. Et ça, c'est l'une des choses que Simon Djamie a encore évoqué dans le texte qu'il a fait pour ma prochaine expo. Que Jean-David Coton, je peux me tromper, mais j'ai comme l'impression que tous les personnages et les sujets que Jean-David peint, c'était comme s'il voulait se mettre lui-même à la place, mais n'a pas le courage de se mettre en scène et utiliser les autres. Je vais donc faire le projet de Samedi Martyr. Et je serai chez moi en train de bafouiller, bricoler tout. Mais Marilyn va m'appeler. Il y a un monsieur qui veut te voir. Il est très ému par le travail que tu fais. Il est même en larmes. Donc il a besoin de te rencontrer. Voilà comment je quitte. Je vais rencontrer le monsieur. On discute. Je te jure que Yvan, jusqu'aujourd'hui, je me demande comment, ni le nom, je n'ai demandé, ni le visage de la personne, je n'ai pas retenu. J'espère qu'il nous écoute. Donc la personne me dit, j'ai aimé ton travail, mais je pense que si tu avais utilisé le timbre pour mettre les personnages là, ça aurait donné
un hommage encore très important à ce sujet. Très belle transition parce que justement, dans ma tête, c'était d'arriver à ça. Parce que c'est le travail que j'ai le plus connu de toi. Donc, du coup, voilà donc comment je dis merci. Bon, je prends l'idée, je mets à côté. Je discute un jour avec Jean-Jacques Kanté. Il me dit, David, tu sais, il faut que tu trouves quelque chose qui va te démarquer dans tes portraits. On a commencé à parler de la publicité et tout. J'ai dit non, les trucs publicité, les gens ont déjà trop fait, machin. La pause d'art. Voilà comment le jour où j'avais une séance de travail avec Hervé, je lui demande, Hervé, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà travaillé sur les timbres? Il me dit oui, mais les gens ont utilisé les timbres réels et qu'ils collaient. Et je lui dis, mais comment je peux faire pour travailler? Parce que je lui raconte donc l'histoire du monsieur. Il me dit, ok, entre dans l'étude du timbre. C'est quoi le timbre? Quelles sont les fonctionnalités? Voilà comment j'entre dans le timbre. Je me rends compte que le timbre, c'est un outil d'affranchissement. C'est pour ça que le mot affranchi s'est retrouvé dans mon propos. Comment affranchir le monde de la violence qui sévit dans l'univers contemporain. L'impact de la violence dans la société contemporaine en invitant la population à s'en affranchir. Le mot affranchir est justement venu sur l'idée du terme. Je commence donc à travailler, à étudier le terme, ce qui m'amène dans la filaterie. La poste, l'univers de la poste, quels sont les codes de la poste, comment la poste fonctionne et tout ça. Quand je reviens donc avec toutes ces informations, je me dis, ok, ce qui serait intéressant pour toi, c'est de transformer carrément ta toile en une espèce de timbre. Donc quand on voit ta toile, on connaît l'impression que c'est un timbre. Donc voilà comment je vais donc commencer à dessiner vraiment tous les bordures de mon travail en leur donnant la forme d'un timbre. Et là, j'introduisais mon visage. C'est là où l'idée de affranchir donc ces portraits qui sont victimes de violence, que le monde s'affranchit de ce type de violence que je suis en train de mettre en exergue dans mon travail. Et je vais donc prendre tous les éléments du timbre. Je vais prendre la structure dentelée du timbre que je vais représenter sur ma toile. Je vais prendre le prix du timbre. Maintenant, au niveau du pays qui émet le timbre, je change. Je commence à mettre plutôt les noms des lieux où il y a eu des violences. Et c'est là où j'ai commencé à cette époque-là, j'ai commencé à m'intéresser énormément avec les attaques terroristes qu'on avait avec Boko Haram. Et pour moi, le fait de prendre les noms de Mora, Kolofata et autres, c'est une manière de marquer ces instants-là, de ce qui s'est passé, de garder en image pour le futur de demain, de leur dire voilà ce qu'il y a eu à ce moment, à cet endroit, à cette lieu. Voilà, une sorte d'archive. Donc voilà comment. Maintenant, comment je matérialise donc la violence sur mes portraits? Je fais la rencontre d'un artiste chinois, Zendali, qui, pour lui, parlant de la violence, utilisait la Kalachnikov comme symbole de la violence. Et il peignait ses portraits, donc il peignait ses portraits justement avec les codes de la Kalachnikov, donc AK-47. Donc il peint les AK-47 et ça donne la forme d'un visage, d'un portrait. Donc moi je décide donc, et il prenait donc les codes de la Kalachnikov comme symbole de violence, parce que la Kalachnikov est une arme, et c'est une arme qui crée de la violence. Donc j'utilise donc ça, mais moi je ne vais pas peindre, je vais sérigraphier. Donc je vais commencer à utiliser les AK-47 comme lui, mais moi je vais aller très plus loin. Je cherche même toutes les AK-47 10X. Donc, je connaissais toutes les versions de AK-47. J'ai commencé à les utiliser. Je suis quitté de là. Je suis entré dans les mines antipersonnelles. J'ai commencé à trouver les codes, les références des mines antipersonnelles que j'ai commencé aussi à sérigraphier. Je suis quitté de là. Je suis entré dans les avions de chasse, les bombardiers MiG-31 que j'ai sérigraphié. Donc, parce que tout outil qui pouvait s'aimer de la violence ou de la mort était déjà devenu symbole de violence dans mon travail. Et la manière de sérigraphier, tout le corps n'était pas peint à son entièreté. Et je m'intéressais juste à représenter le visage, le nez, la bouche et les yeux.
avec des postures beaucoup plus en contre-plongée pour montrer un peu la douleur, la souffrance de ce corps. À cette époque, mes portraits étaient plus en contre-plongée. Et le fait de sérigraphier, on avait l'impression que la partie où il n'y avait pas la chair, c'était les parties où l'arme avait déjà commencé à effriter et à détruire le corps de la personne et ne laissait que derrière lui désolation, souffrance et peur, et qui étaient manifestées par les expressions que je peignais. Voilà comment j'ai commencé donc à représenter la violence dans mon travail. D'accord. Et après ça, je crois que tu t'es attaqué au monde de la migration. Oui. Tu peux nous en parler un peu? J'attaque le monde de la migration, pourquoi? Parce que je fais la rencontre d'un auteur, Primo Levis, qui était un ancien déporté juif et qui s'est retrouvé dans la prison de Hofni en Allemagne en tant que déporté et qui fut le seul survivant de tous ses amis. Alors, il parlait de ce qu'on appelle la zone grise. Et de la zone grise, il parlait du rapport entre le bourreau et la victime. Voilà où tout va basculer. Je commence donc, le jour où ça commence à tilter un peu. Mais quand on fait par exemple notre résidence de Behind the Portrait à Banjul, lors de lecture, je tombe sur le travail d'un artiste qui travaillait sur les pieds. Et sur les pieds de ces personnes, c'était un travail de photographie. Il dessinait des cartes de route sur les cuisses, l'arrière des pieds, avec le marqueur, et il faisait des photos. Donc, voilà comment l'idée du déplacement a commencé. Et surtout que le timbre était un outil de déplacement. Donc, c'était un outil d'affranchissement, c'était un outil de communication. Comment je vais m'intéresser justement à l'univers de la migration? La migration non pas comme processus de déplacement, mais comme moyen de violence. D'où je parlais de la zone grise. La zone grise pour moi, c'est le point A au point B. Le milieu là qui devient qu'est-ce qui se passe sur le parcours. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les gens vivent pendant le parcours? C'est ça qui m'a amené à traiter des questions de la migration. Ce n'est pas le processus de déplacement qui m'intéressait, mais c'est ce que l'homme vit, ce que le corps subit au cours de ce simple processus d'un point A à un point B. À suivre donc la pause d'art. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam. La pause d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.